Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. C'est dimanche, c'est Canal Presse. Nous parlons essentiellement aujourd'hui du logement social au Cameroun, entre autres sujets. Pour en parler, j'ai 4 invités avec moi dans ce studio. Ernest Obama est journaliste à Vision 4. Il est directeur de l'information de cette chaîne qui émet à partir de Yaoundé. Soulé Onokiolo est un habitué de nos plateaux. Il est journaliste et grand reporter au quotidien privé Le Messager. Saint-Éloi Bidoun est homme politique et militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais parti au pouvoir, notamment dans le courant que certains qualifient de courant des rénovateurs. Et puis nous avons avec nous également Bernard Djonga qui est le président de l'ARCDIC, entendez Association citoyenne de défense des intérêts collectifs, et non moins directeur de publication parce qu'il a un support de communication panafricain qui s'appelle Éclat d'Afrique. Avec ses invités, nous allons aborder des sujets que présente Blanche Bidiga. Canal Presse, audience de ce 18 mars 2012, le sommaire. Comme des maçons, ils sont au pied du mur. Gabriel Bengono et Jean-Paul Missi ont été installés cette semaine dans leurs fonctions respectives de directeur général de la Société immobilière du Cameroun et de directeur général du Crédit foncier. Un décret présidentiel vient en effet de confier à ces deux hommes la responsabilité de conduire les principaux instruments de gestion des problèmes que pose l'habitat social au Cameroun. En installant les nouveaux promus, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a prescrit la réhabilitation du vieux projet de construction de 10 000 logements sociaux au Cameroun. Du coup, on se souvient que le déficit en logement social est immense au pays. Qu'obtenir un crédit pour conduire une maison d'habitation signifie s'engager sur un véritable parcours du combattant. Où se trouvent les blocages ? Que faut-il faire pour résoudre un déficit estimé à plus d'1 million de maisons par an ? Le limogeage des anciens patrons de ce secteur est-il la solution ? Canal Presse creuse, à sa façon, les fondations fragiles du logement social au Cameroun. Deuxième affaire, on sort peut-être progressivement du scandale des tracteurs abandonnés. 111 pièces de ces engins agricoles sont opérationnelles et prêts à l'emploi. L'assurance est du gouvernement qui a organisé mardi dernier à Ebolva la cérémonie officielle de rétrocession de ces tracteurs au ministère de l'Agriculture. Et la suite alors ? Selon des sources gouvernementales, les tracteurs seront distribués durant le lancement de la campagne agricole prévue dans un peu moins de 2 semaines. Cela va-t-il suffire pour déclencher la modernisation de l'agriculture que le ministre Ngadou Djemessi de l'économie appelle de tous ses voeux ? Plusieurs professionnels de ce secteur pensent que non, qu'il faut actionner préalablement nombre d'autres leviers. Qu'en pensent les panélistes de Canal Presse ? Vous le saurez probablement en restant des nôtres. Dernière affaire au tableau, on reparle du bébé volé et de ses nouveaux rebondissements. Après le limogeage par décret présidentiel du professeur Do Anderson Sama, la nouvelle instance dirigeante de l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso vient de cautionner l'expulsion de Vanessa Tchatchou de l'hôpital. Le bébé reste introuvable et la jeune femme ne veut pas lâcher prise. Elle continue de croire que son enfant est bel et bien en vie. Quelle lecture faut-il faire des dernières péripéties de cette affaire ? Jusqu'où peut aller le chef de l'État dans ce qui apparaît comme la volonté d'établir la chaîne des responsabilités dans cette scabreuse affaire ? Que faut-il faire pour régler définitivement l'affaire Vanessa Tchatchou qui a tendance à s'enliser ? Ces questions et bien d'autres encore seront abordées par les invités de David Atemken. Bon débat et bon dimanche à tous. Merci Blanche Bidga. Saint-Éloi Bidoun, bonjour. Bonjour David. On vous annonce comme candidat dans la perspective des prochaines consultations électorales dans la mairie de Yaoundé 6. Vous l'êtes ou pas ? Vous voulez que je confirme, que j'affirme, que j'infirme ? Que vous confirmez, que vous affirmez tout ce que vous voulez. J'affirme, je confirme que je serai candidat à la présidence de la section RDPC du Foudi 6 et éventuellement je conduirai une liste pour la mairie de l'arrondissement de Yaoundé 6. Eh bien, bonne chance. La branche camerounaise de Transparency International a rendu cette semaine son rapport d'observation par rapport à la présidentielle du 9 octobre dernier, avec quelques
révélation troublante, si l'on peut dire. Cette organisation pense que le taux de participation à cette consultation électorale n'a guère dépassé les 40%. C'est une révélation qui ne doit pas plaire aux membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, quand on sait que c'est leur candidat qui était déclaré grand vainqueur de cette consultation. Ça peut poser un problème de légitimité, pensez-vous? Oui, ça peut effectivement poser un problème de légitimité, mais je crois qu'il faut d'abord faire un bref rappel historique des problèmes liés à cette question. Je voudrais vous rappeler que quand le président Biya arrive au pouvoir en 1982, il arrive sous la trilogie de la rigueur, de la moralisation et du renouveau. Bon, c'est vrai que ces trois mots, jusque-là, n'avaient servi qu'à entretenir une polémique vaine et stérile entre ceux qu'on considérait comme étant les nostalgiques et quelques anciens camarades du séminaire qui estimaient que leur tour est arrivé. Et d'ailleurs, le mouvement JOSE, dans le cadre du push du 6 avril 1984... Est-ce qu'il y a un lien avec ma question? Oui, je viens pour vous expliquer pourquoi Transparency pose ce problème. Donc, va d'ailleurs épingler la malgouvernance. Et 20 ans plus tard, Transparency International, sur deux rapports consécutifs, 2 années, va déclarer le Cameroun champion du monde. Va déclarer le Cameroun champion du monde, toute catégorie en matière de corruption. Donc, Transparency International reçoit les flèches du gouvernement de l'époque. Tout le monde tire dessus parce que on dit que Transparency veut déstabiliser le Cameroun. Donc, Transparency International qui sort un rapport aujourd'hui, la branche locale. Je ne sais pas. Je crois que la bonne question aujourd'hui serait de savoir de quel poids peut peser la déclaration de Transparency International locale par rapport à ce que Transparency International a fait il y a quelques années. Parce que dans le rapport de Transparency International, vous vous rendez évidemment compte que il décrit un certain nombre de choses. Ils nous apprennent que le taux de participation était de 30%, dont 70% du taux d'abstention. Ce n'est pas nouveau. Nous le savions déjà qu'à Douala, au cours de la proclamation des résultats, qu'il y avait plus de 70% de taux d'abstention. Nous le savions et nous savions également qu'il y avait eu un certain nombre d'irrégularités. Cela me semble être la pâle copie de ce que le gouvernement est en train de faire en ce moment, pour corriger l'ensemble des dysfonctionnements. J'aurais souhaité que Transparency International, au nombre des irrégularités constatées, arrive à la conclusion selon laquelle l'élection... Les imperfections étaient de nature à influencer le résultat des élections. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Soule Onokiolo, bonjour. Bonjour David. Le président de la République vient de procéder à la nomination des gouverneurs de région. Pour vous, c'est un déploiement stratégique ou bien un jeu de chaises musicales, comme disent certains? Les deux à la fois. Les deux à la fois, pour dire que jeu de chaises musicales, parce que il y a des gouverneurs de région qui changent simplement, n'est-ce pas, de région. Et stratégique, parce que lorsqu'on enlève Gambo Aman, qu'on dit être proche de Marafa, et lorsqu'on sait qu'il y a quelque temps, Marafa, en allant faire un bain de foule à la région du Nord, a eu quand même, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, une proximité avec Gambo Aman, c'est tout à fait normal. Vous faites là un procès d'intention au chef de l'État de n'être plus en odeur de sainteté avec monsieur Marafa. Je ne le fais pas, mais de toutes les façons, on sait quand même que la politique est ingrate. On sait comment est-ce que Marafa est dans les fils barbelés. Et ce qui laisse croire que, de toutes les façons, malgré tous les services rendus par Marafa au président de la République, aujourd'hui, il peut être, n'est-ce pas, encadré et encerclé. Mais ce n'est pas là la question. La question de savoir, celle que vous avez posée, n'est-ce pas, le jeu des gouverneurs. Premièrement, vous avez Betty Assomon, préfet du Dja-et-le-Bois à un moment donné, qui avait eu le culot de demander au président de la République de le tenir informé par rapport à ses déplacements à Zamlima, à Vomoka, qui est nommé, n'est-ce pas, préfet dans l'Omfundi, et plus tard à l'extrême nord pour remplacer un retraité qui s'appelait, n'est-ce pas, Amadou Chidani,
Et aujourd'hui, il remplace encore un retraité qui s'appelle Fayengo Francis. Et Betty Assomo qui doit gérer quand même les motos de l'affaire, les motos de taxi. Betty Assomo qui est un journaliste manqué parce que n'oubliez pas qu'il a fait les sticks. Et c'est de les sticks qu'il sort pour entrer dans les NAM. Première chose. Deuxième chose, on a deux autres gouverneurs. Le gouverneur du Bamé-Kim qui a envoyé au Grand Nord au service rendu, n'est-ce pas, au village natal de René Sadi. C'est tout à fait normal que René Sadi le récompense. Quel genre de service rendu? Monsieur Atemken, quand je monte, ne me faites pas descendre. Nous savons tous que le préfet du Mamekim a permis à René Sadi, dans le Mamekim, d'obtenir les résultats qu'il fallait pour contenter le chef de l'État à être élu à la présidentielle. Ça, c'est service rendu. L'autre chose, Bikalia Olay, ou alors Bernard Bikalia Olay, qui, tout le monde sait, le mauvais jeu qu'il a joué à Douala, où il était plus présent que le gouverneur, parce que il faut dire qu'aujourd'hui, si on devrait taper sur les statistiques, le préfet du Vouri a été plus médiatisé que le gouverneur de la région du littoral. Mais parce qu'il est chef il était chef de terre du département du Vouri. Je vous parle, monsieur Atemken, je vous dis encore que le préfet du Vouri est différent du gouverneur de la région du littoral. Mais il se trouve que monsieur Bernard Okala Bilay, qui est à 2 ans de la retraite, a reçu quand même, n'est-ce pas, un certain nombre de faveurs du frère René Emmanuel Sadi. On vous a compris. On vous a compris qui le promeut aujourd'hui gouverneur du Sud-Ouest, où il a été préfet, parce que n'oublions pas que M. Bernard Okala Bilay quitte préfet, n'est-ce pas, je crois... Il rentre dans une région qu'il connaît. Non, il repart dans une région qu'il connaît très bien. Ah. Alors, c'est pour dire que cette histoire de deux choses l'une. Soit le président de la République obéit à un certain nombre d'appels, ou alors il remercie les personnes qui l'ont aidé, n'est-ce pas, à avoir 78%. On vous a compris. Ernest Obama, bonjour. Monsieur David. Oui, je reviendrai à vous sur Nokilo, on entrera dans le débat tout à l'heure. Ernest Obama, qui est directeur de l'information de Vision 4, je le disais tout à l'heure. Il y a un certain nombre de journaux qui ont relayé cette semaine des cas d'anciens joueurs qui évoluaient jusque-là en Occident et qui sont revenus et pour évoluer dans les clubs locaux. C'est assez rare pour être souligné. Cela traduit quoi? On cite régulièrement le cas de Womelen et de Canon de Yaoundé. Oui, il y a pratiquement 4 à 5 joueurs qui sont revenus dans le Canon de Yaoundé. Vous parlez de Womelen. Il y a Joël Palais qui pourrait jouer la rencontre de ce dimanche contre Union de Douala. Il y a Timothy Atouba qui est annoncé. Il y a d'autres joueurs. Il me semble que cela est dû au fait que tous ces joueurs, pour le moment, n'ont plus grand-chose à prouver à l'étranger, surtout en Europe. Et au Cameroun, en ce moment... Donc, non, pas de club. Certains n'ont pas de club, certains reviennent des blessures comme Pierrot Emelen qui a passé 2 ans sans jouer. Donc ils reviennent au Cameroun pour essayer de se ressourcer. Mais je pense que la principale chose qui attire ces joueurs en ce moment, c'est que le championnat camerounais est retransmis en direct dans une chaîne qui est quand même internationalement regardée comme la CRTV. Ce qui fait que c'est une véritable vitrine pour eux de pouvoir se relancer. Vous voyez un joueur comme Wansi Daniel qui a rompu son contrat avec un club égyptien à cause du printemps arabe. Il a là, en jouant une rencontre à Yaoundé face au Canon contre Union, il a l'opportunité de contacter un club ou alors son agent peut travailler et dire il va jouer demain, regarder la rencontre et pouvoir se relancer. Je crois que c'est la principale raison. Mais au-delà, ce qui fait mal, c'est qu'au moment où on peut quand même se rendre compte que le football camerounais attire de plus en plus les spectateurs au stade, qu'il y a des stars qui reviennent, il y a cette grosse affaire autour du financement de la rencontre Cameroun-Guinée-Bissau qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On a l'impression que le ministère et la FECAFOU se disputent le financement. Le ministère dit avoir tout financé à hauteur de 380 millions. La fédération dit que c'est elle qui a tout payé. Jusque-là, on n'a pas une source officielle qui a donné la véritable information sur le financement de la rencontre Cameroun-Guinée-Bissau. J'ai oublié de le dire, vous êtes par ailleurs Ernest Obama, chroniqueur sportif. Et on reste dans cette casquette pour dire un mot sur le tour cycliste. Est-ce qu'il faut dire que les fruits ont tenu la promesse des fleurs?
Je pense que pour une fois, le ministère des Finances a débloqué l'argent à temps, ce qui a permis aux cyclistes camerounais de se préparer sereinement. Et il me semble que si on s'en tient au résultat, Yves Ngengok, le vice-capitaine de l'équipe du Cameroun, devait en principe remporter le maillot jaune hier. Et au cœur de là, on peut dire que l'organisation, de manière globale, a été bonne. Pour la première fois, les cyclistes camerounais ont reçu leur prime de participation qui s'élève à 500 000 francs CFA. Par le passé, ils se contentaient de 50, 75 000 francs. Donc, on pense quand même que cette fois, quand même, on a un tout petit peu avancé. Merci d'être là. Bernard Djongan, bonjour. Bonjour. Dans un SMS diffusé par Ardic Info, on apprend que la météorologie nationale est morte depuis 22 ans. Sur 58 stations, au Cameroun, 3 seulement seraient en état de marche ou de fonctionnement. Ces données tirent leur crédibilité d'où? Mais écoutez, ces données tirent leur crédibilité de la réalité, qui est la nôtre. Mais imaginez-vous, depuis 22 ans, comme vous-même vous le dites, est-ce qu'après un bulletin d'information, vous avez un bulletin météo? Mais dites-moi, les enfants qui sont nés il y a 30 ans, qui ont 30 ans aujourd'hui, ils n'ont jamais entendu parler de la météo. Si oui, en suivant les chaînes étrangères. Parce que dans les chaînes étrangères, après chaque 30 minutes, on donne un bulletin météo. Chez nous, depuis 22 ans, ce bulletin a disparu. Pour la simple raison que les données météorologiques ne sont plus relevées comme telles, ce qui est une conséquence de l'état de délabrement dans lequel les stations météo sont abandonnées, se trouvent aujourd'hui là au Cameroun. Les 3 stations qui fonctionnent encore sont où? Non, écoutez, les 3 stations qui fonctionnent sont autour des aéroports. L'aéroport de Douala, l'aéroport de Yaoundé et puis l'aéroport de Garoua. Parce qu'il s'avère que les données météorologiques, il faudrait qu'on s'entende bien, les données météorologiques sont utilisées dans l'aéronautique. Donc, au niveau des aviations, au niveau des aéroports, c'est tout à fait normal que ces stations puissent fonctionner car elles n'arrivent pas à décoller sans savoir quel temps il fait. Visiblement, c'est un nouveau plaidoyer, oui. Oui, c'est un nouveau plaidoyer. Plaidoyer que vous lancez. Vous attendez à ce que quoi change? Non, ne dites pas que c'est un nouveau plaidoyer. Nous attendons que les conditions de vie des Camerounais changent. Parce que, disons un mot sur l'utilité des données météorologiques. Imaginez-vous, si vous voulez sortir de chez vous, on vous annonce que demain, il va pleuvoir. Déjà dans votre bagage, vous mettez un parapluie pour demain. Si on vous annonce qu'il va pleuvoir demain, vous n'allez pas laisser les enfants aller à l'école sans parapluie pour protéger ne serait-ce que leur livre. Vous prenez un certain nombre de dispositions. Aujourd'hui, on n'a pas ces données, on n'a pas ce type d'information. Je vais plus loin. Il n'existe pas de calendrier à l'école au Cameroun depuis 22 ans. Je ne sais pas si vous réalisez. D'ordinaire, on dit que la pluie qui tombe, la première pluie qui tombe après le 15 mars, c'est elle qui autorise les semis. Nous sommes aujourd'hui le 16. Aucune pluie n'est tombée, donc personne ne sait quand est semé. Je peux finir. On attend donc tous que cette première pluie tombe pour qu'on aille semer en champ. Si maintenant on nous dit, attention, la première pluie va tomber le 22, ça veut dire que tous les producteurs vont prendre des dispositions, commencer à semer dès maintenant. Parce que voyez-vous, s'il faut semer sur 1 hectare, il faut 3 jours. Si vous y allez à main d'homme, il faut 3 jours. Or, si on vous dit quand est-ce qu'il va pleuvoir, pendant les 3 jours, vous semez dès lors que la première pluie tombe, quand toutes vos graines sont sous sol. Et si toutes vos graines sont sous sol, vous avez ce gros avantage, vous avez une croissance uniforme, une production uniforme et excellente. Mais on n'a pas cet avantage. Et c'est pas tout. Parce que j'inviterai tout Camerounais, parce que les stations météorologiques... Et là, c'est l'ingénieur agronome qui parle. Bon, je quitte un peu parce qu'il faudrait qu'on précise. Les stations météorologiques sont gérées par le ministère du Transport. Oui. Au ministère du Transport, il y a une direction de la météorologie nationale. Qui existe toujours. Qui existe toujours et qui a un budget. Autant que je vous le dise. Le budget de cette année, c'est du ministère du Transport, c'est 8,5 milliards de francs. Donc on ne peut pas nous dire qu'il manque de moyens. Donc ça, c'est un autre chapitre. Mais je dis simplement ceci. Pour tout Camerounais, ne pensez pas que les stations météorologiques, c'est un gros mot. Non. Si vous sortez de la ville de Konsamba, en allant vers Douala, vous trouvez la grosse plaque station météorologique de Konsamba. Allez-y voir. Sur le poteau qui est le pluviomètre, on attache la chèvre. Nous avons fait les photos, nous avons vu. Si on attache la chèvre, forcément la chèvre broute là où elle est attachée. Ça veut dire qu'il y a de l'herbe. Que viennent faire les herbes dans une station météo? Alors, si vous n'allez pas vers Konsamba et vous venez vers Douala, arrêtez-vous à Edia. Vous allez remarquer que le chef de station météorologie d'Edia, il a transformé l'enceinte de la station météorologie en sèche-linge. Tous les laits sont séchés à l'intérieur. Oublions cette trajectoire. Si vous allez vers Ebolova, ne manquez pas de là en Coinvon. En Coinvon, vous avez une des plus anciennes stations météorologiques au Cameroun. Il y a 2 appareils qui existent et qui ne fonctionnent pas. Je vous dis, ce qu'on appelle l'abri. L'abri, c'est cette petite case qui porte les thermomètres qui permettent de mesurer la température max, la température mini. Mais allez-y voir en Coinvon. Mais je n'ai jamais vu une rouille aussi prononcée que ce que j'ai vu sur le toit de cette case en Coinvon. C'est inimaginable.
comment voulez-vous qu'on puisse prévoir, comment voulez-vous qu'on puisse mécaniser l'agriculture, comment voulez-vous qu'on puisse... Je ne sais pas. Et nous sommes les derniers par rapport à ça. Juste un petit mot. Allez-y, vous avez rapidement, oublié de le dire. Donga, oui. La conférence nationale de la météorologie s'est réunie dernièrement. Ils ont décrété que le Cameroun était le dernier pays en matière de météorologie. Essayez de suivre une information à Radio Tchad. Vous aurez un bulletin météo. Ça veut tout dire. Je voudrais, pour qu'on sorte de ce round de présentation, faire dire un mot à Soule Onokiolo. Le ministre Henri Eyebe a ici du contrôle supérieur de l'État présidé cette semaine les travaux d'un forum sur les méthodes de prévention et de lutte contre les détournements de deniers publics. Il parle de tolérance zéro, Soule Onokiolo. C'est une posture courageuse. Il doit le faire en ayant l'aval du prince gouvernant ou pas? Il y a trop de blocages pour lutter efficacement contre la corruption et l'assainissement de l'assiette fiscale et même de la fortune publique. Alors, le problème, la question est aujourd'hui de savoir jusqu'où peut aller Henri Eyebe ici et jusqu'où il y aura des blocages lorsqu'on sait qu'il y a d'un côté, les Pour le moment, il avance. Il avance, mais c'est la danse Bafia. Mais fait une déclaration. Il fait des déclarations. Lorsque je sais, lorsqu'on s'en tient au fait qu'il a déclaré, il a convoqué des gens au Conseil de discipline budgétaire et financière, sans date, sans rendez-vous, sans adresser les convocations à ces derniers, on se pose la question quand est-ce qu'ils vont déférer à ces auditions. La première chose. L'autre chose, c'est qu'on assiste aujourd'hui à une communication emballée, extrêmement sophistiquée, qui fait croire aux gens que finalement, en lieu et place des grandes réalisations, on assiste aux feux d'artifice qui permettent de divertir l'opinion. Et comme le peuple a besoin de sang, le peuple ayant besoin de sang, on lui donne ce dont il a besoin en attendant que les vraies choses se passent. Mais pour dire rapidement un mot sur la météorologie, comme le disait aujourd'hui, comme le disait il y a quelques minutes Bernard Nyonga, il faut dire quand même que c'est une invention des Blancs. Chez nous, c'est une histoire de climat, c'est une histoire du grand-père qui se couche et vous dites demain il pleuvra, après-demain il pleuvra pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et par rapport à cela, on se retrouve dans une situation hautement confuse qui fait que... Pour prendre en quelques secondes la réaction des autres, NS Obama, on parle de protection non judiciaire de la fortune publique. Ça renvoie à quoi? C'est cette méthode qui consiste à mettre les gestionnaires indélicats à la merci du peuple, à les dénoncer. Je n'ai pas encore eu les résultats de ce forum qui s'est tenu à Yaoundé, mais moi ce qui m'intrigue un peu, c'est la communication qui est faite autour du travail de M. Eyebe ici depuis quelque temps. On a annoncé en grande pompe la convocation de certains hauts responsables à ce conseil de discipline budgétaire et financière, mais au finish, quand on regarde un peu les premières décisions qui sont prises, on parle de 1 million par-ci, 2 millions par-là. J'ai l'impression qu'entre l'annonce et le résultat produit au terme des auditions, il n'y a pas un véritable équilibre et que ça ne produit réellement rien. J'ai l'impression juste que c'est une petite campagne de M. Eyebe ici. Peut-être que vraiment, ça ne donne absolument rien pour moi. On couvre les gens de honte en mettant leur nom à la disposition du public. C'est pour leur faire changer de mentalité, Bernard Nyonga? Écoutez, on a rapidement oublié la dernière sortie de la CONAC. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit avec le rapport de la CONAC? On a tout dit, mais finalement, on n'a absolument rien fait. Et on a même déjà rapidement oublié, on n'en parle même plus. Et pourtant, à l'époque, on nous disait que oui, il y aura les poursuites judiciaires passées. La CONAC est décidée de faire... Encore que la CONAC a prescrit ouvertement des poursuites judiciaires. Et encore, mais si c'est la prescription... Ça aboutit à quoi? Mais ça aboutit à quoi? Mais on connaît le système, on connaît le jeu. Et même, j'en finis par croire que les principaux détourneurs connaissent déjà le jeu. Et ils jouent le jeu. Parce que comment vous pouvez comprendre que après cette fameuse sortie de la CONAC, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans ce rapport? Quel nom on n'a pas cité dans ce rapport? C'est-à-dire, tout était dit dans ce rapport. Des noms ont été explicitement cités. Mais que sont devenus ces gens aujourd'hui? Ces noms ont été promus. Voilà, c'est ça la réalité. Je vous propose de prendre la revue de presse de Harley de Boandébé. On reviendra pour le débat sous les Onokiolo. Merci. À tout de suite. Bonjour. Les femmes devront encore attendre pour être nommées à la tête des régions
C'est l'avis de nos messagers, relayant les nominations des 10 gouverneurs des régions par le chef de l'État. La nouvelle expression met à sa une les 8 photos des 10 gouverneurs nouvellement nommés et sans commentaire. Et cette nomination des patrons des régions vient compléter la vague de nominations commencée en début de semaine après le retour du chef de l'État à l'étranger. En nommant un nouveau directeur général à l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso, la nouvelle expression avait au fait de tirer les conclusions, établissement en parallèle avec le problème du vol de bébé de Vanessa Tchatchou, que non. À peine était-il installé, le nouveau patron de cet hôpital a intimé l'ordre à la police de faire sortir la mère du bébé volé. Le messager l'a annoncé le lendemain. La nouvelle expression également qui rapporte que l'enlèvement avait eu lieu la veille à 21h par une escouade de policiers. Violemment sorti de sa chambre, traîné au sol, jeté dans un véhicule et conduit vers une destination inconnue, le jour décrit ce film qu'a vécu le public de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso. Et le même journal d'Aman Manadi dit que Vanessa Tchatchou, face à la brutalité, a été blessée et internée dans une clinique de Yaoundé. Le journal a donné la parole à cet effet à quelques personnes, Kokou Ateba, Valsero, Chanantone et Vincent Sostenfouda, l'homme politique qui passe à l'offensive si l'on reprend les lignes du journal d'évolution. Selon l'hebdomadaire de Bernard Dieudonné à Tangana, le candidat recalé à la présidentielle 2011 soutient que le communiqué officiel du magistrat Jean-Fils Kleber Ntamak est un mensonge érigé en mensonge d'État. Allusion faite à la publication des résultats des tests ADN qui dédouanent la magistrate soupçonnée d'avoir volé le bébé de Vanessa. Le limogeage de l'ancien directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso n'a vraisemblablement donc rien à voir avec l'affaire Vanessa Tchatchou, puisque dans la foulée, le chef de l'État a nommé le même jour d'autres directeurs généraux. D'abord à la SIC. La météo l'avait annoncé en précisant même que sauf changement de dernière minute, Boniface Ngouaoukou devait laisser son fauteuil de DG. L'histoire lui a donné raison le lendemain. Au centre du limogeage, les avis divergent entre les problèmes de santé de ces derniers et la mauvaise gestion de l'opération 100 000 logements. L'actu va dans le même sens, pensant que Paul Biya aurait décidé de sanctionner les responsables impliqués dans les projets de construction de Lembe à Yaoundé et Mbanga Bakoko à Douala. Même au crédit foncier, le décret du chef de l'État a fait des vagues avec la promotion de Jean-Paul Missi pour relever l'habitat social. Et selon le journal L'économie de Thierry Ekouti, l'homme prend les commandes d'une maison qu'il connaît bien. Lui, Paul Montazier, connaît aussi bien le dossier du port en eau profond de Kribi. Le site est en image à Cameroun Tribune. C'est un rapport avec la présentation du schéma directeur d'aménagement global du complexe industriel-portier. Le site est évalué à 25 000 hectares. Grand projet qui va générer quelques 6 500 milliards de francs CFA d'investissement. Selon le journal de l'économie, c'est toute une ville qui doit au finish naître autour de ce port avec de nombreuses dessertes routières et ferroviaires. Amélioration du climat des affaires. 40 réformes à réaliser pour le Cameroun d'ici en mai 2012. Selon le financier d'Afrique de Boniface Chouenkam, le secteur privé a obtenu du gouvernement un chronogramme détaillé des actions à mener pour améliorer à brève échéance le climat des affaires au Cameroun. Conflit ouvert entre Issa Chirouma Bakari et son frère Hassana Chirouma. Le ministre de la Communication, selon le jour, ne serait pas content que son frère soutienne Marafa Amidou Yaya. Il a exclu de son parti immédiatement. Décidément, ce Marafa Amidou Yaya fait peur, comme le dit le révélateur. Bien que sorti du gouvernement, il suscite des interrogations quant à son avenir. Un avenir presque présidentiel. Lisons la une de Jeune Afrique pour comprendre qu'il est véritablement un dauphin en eau trouble. En eau trouble également, les 5 000 motos recensées à Douala. Repère pense que la capitale économique étouffe sous un phénomène encouragé par les hommes politiques. Que peut encore l'État? Question du journal de feu Richard Tounambé. C'est un dossier à lire. À lire également cette fois à Cameroun Tribune que les 111 tracteurs sont prêts à révolutionner l'agriculture camerounaise. Les engins sortis de l'usine des Bolo va rétrocéder au milliardaire par le ministre de l'économie sont destinés aux organisations d'agriculteurs, dit-on. Et c'est une bouffée d'oxygène pour la production d'ananas. À la une de la Voix du paysan, le journal qui présente la feuille de route du ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour 2012. Petite curiosité, Transparency International a publié son rapport sur les élections présidentielles au Cameroun. Titre La Nouvelle Expression. Quelques révélations cependant au journal Mutation. Savez-vous par exemple que 7% des étudiants ont jeté l'enveloppe dans l'urne
et que 35% des inscrits de la région natale du chef de l'État ont participé à cette élection, des chiffres qui reflètent le taux de participation globale des Camerounais à ce scrutin, 32% seulement. À dimanche. À dimanche, Debo Andébé, à la suite d'un décret présidentiel, Gabriel Bengono et Jean-Paul Missi ont été respectivement installés à la tête de la direction générale de la Société immobilière du Cameroun et du Crédit foncier. Est-ce que les changements d'hommes à la tête de ces structures, Saint-Éloi Bidou, sont la solution aux problèmes que rencontrent les Camerounais par rapport au logement? Je ne sais pas, David Atemkem, si quand on change d'hôpital, on change la maladie. Le problème de logement au Cameroun est un problème très épineux. Et d'ailleurs, le président de la République en faisait son cheval de bataille pendant la campagne de 2002, quand il déclarait à Douala que je ferais de l'habitat la priorité des priorités de mon premier septennat. Ceux qui avaient compris auraient bien compris qu'il y aura un deuxième. Alors, de 2002 à 2010... Finalement, ça n'a pas été une priorité durant ce premier septennat? Ça n'a pas été une priorité. De toutes les façons, le Crédit foncier avait commencé à prendre en charge des problèmes de logement, dans la mesure où il y avait des problèmes entre la SIC et le Crédit foncier sur les financements antérieurs que la SIC n'avait pas remboursés. Le Crédit foncier s'est transformé en agence immobilière et s'est estimé capable de construire des logements. C'est ainsi que Olembe est né. Mais une fois que les responsables du Crédit foncier ont été interpellés, et dans le cadre de l'opération Épervier, ce qui arrivait, Ekindi Kami, Ngouankou à la SIC, étaient-ils vraiment préparés à prendre, à venir booster le problème du logement? Non, je ne pense pas. Ils arrivent pour des raisons politiques. Vous savez bien, et ils ne s'en cachaient pas. Chacun avait son parrain. Et Kindi avait été le camarade des 1500 d'Atangnamebara. C'est comme ça qu'il arrive au Crédit foncier. Et dans une stratégie, s'il vous plaît, dans une stratégie d'ensemble, il avait toujours été question pour eux qui se préparaient en 2011 à succéder peut-être au président. La stratégie était de mettre la main sur des institutions hautement liquides. Ernest Obama, est-ce qu'on peut dire que c'est un problème structurel auquel on apporte des solutions conjoncturelles? Non, je pense que le problème, comme le disait encore M. Saint-Éloi Bidon, est un tout petit peu systémique. C'est l'échec du système de manière générale. Il y a le logement social, tout à l'heure on parlera de l'agriculture. Et pour moi, même quand on parle de logement social au Cameroun, logements sociaux, il n'en existe pas. Ce sont des logements de luxe. Pourquoi? Parce que allez un peu dans ces cancers, comme on les appelle vulgairement, vous verrez qui vivent là-bas. Ce sont les hauts cadres de l'administration camerounaise. Je connais, je crois au cancer Missa, il y a un secrétaire général du ministère qui y vit. Et il me semble que quand on parle de logements sociaux, ce sont des logements qui sont destinés aux couches défavorisées, donc aux revenus modestes. Mais au Cameroun, c'est tout le contraire. Vous verrez par exemple qu'il y a d'ailleurs une sorte de ségrégation qui est faite au niveau du coût du loyer. Les non-fonctionnaires payent pratiquement le double, alors que ceux qui sont fonctionnaires payent la moitié. Et il y a des gens qui ont pratiquement installé des fonds de commerce autour du logement social au Cameroun. Des gens qui prennent des appartements dans les cancers qui les surlouent à d'autres personnes. Mais tout cela se passe dans l'indifférence totale des autorités. Et ceux qui sont censés bénéficier des logements sociaux au Cameroun sont pratiquement dans le désarroi total. Ils n'en bénéficient pas. Prenez le cas du cancer qui a été récemment construit au quartier municipal à Yaoundé. Je connais un ministre de la République qui a pratiquement 3 appartements qu'il est en train de louer à d'autres personnes. Donc, quand on logement social au Cameroun, ce sont des logements de luxe. Les problèmes restent les mêmes. Le jeune Camerounais qui fait du commerce au maïs central de Yaoundé est obligé d'aller prendre un appartement à 80 000 dans n'importe quel quartier de Yaoundé, alors qu'au même moment, on peut avoir des appartements au prix abordable dans les canciques, mais qui reviennent aux fonctionnaires. C'est la mission de ces institutions qui a échoué, ou bien ce sont les hommes qui sont à la tête de ces structures depuis près de 60 ans qui ont échoué sous l'eau? C'est le président de la République qui a échoué. Parce qu'en fait, le président de la République a fait du logement social, n'est-ce pas, une improvisation doublée d'un amateurisme criard. C'est pas le président de la République qui gère la société immobilière du Cameroun? Monsieur Atemkin, de deux choses, soit vous me posez des questions et j'y apporte des réponses, ou alors
vous avez des réponses aux questions que vous posez. Parce qu'en fait, le logement, la question du logement social est ce que je peux appeler, n'est-ce pas, une propagande électorale. Pourquoi il a échoué, M. Biya? Pourquoi il a échoué? C'est parce que, en fait, il y avait une inadéquation entre, n'est-ce pas, la lecture technique du logement social et la lecture politique du logement social. Parce que je voudrais dire, hein, et il faut le dire d'entrée de jeu, lorsqu'en 2009, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, en décembre, qui voit déjà 2011, déclare 10 000 logements sociaux. En ce moment précis, on n'a pas de terrain. Ou alors tout au moins, il y a un terrain sur lequel on envisage construire les logements sociaux qui est sur la route de Douala. Je crois qu'on appelle Olou. Hein? Banga Bakoko. Je ne sais pas Banga Koko, mais c'est sur la route de Douala. Il en a fait l'annonce. Il en a fait l'annonce aux personnalités désignées à ses responsabilités de les assumer. Je voudrais dire que c'est une réponse politique qui vient adouber le fait qu'il a pris parole en février 2008 parce qu'il y avait des problèmes, n'est-ce pas, de ce qu'on a appelé crise de la faim et bien d'autres choses. Alors, à un moment donné, lorsque monsieur le président de la République, Paul Biya, annonce les 10 000 logements, il n'y a encore rien. Il y a des études qui sont faites sur Oloa Bikaï, Bekara, c'est-à-dire sur la route de Douala. Et à un moment donné, on se rend compte que le terrain là a des problèmes. On dit, ok, on replie vers Olembe. Et quand on replie vers Olembe, on se rend compte que les études ne sont pas les mêmes. La technique, monsieur Atemken, c'est extrêmement important ce qu'il faut dire. C'est que le montage institutionnel par rapport aux 10 000 logements sociaux était une réponse, n'est-ce pas, politique à une question qui était en déphasage avec la question technique. Est-ce que lorsque M. Biya déclare qu'il faut 10 000 logements sociaux, on a déjà le terrain? Est-ce que lorsqu'il le déclare, on a déjà Olembe? Non. Et donc on n'avait pas les moyens de faire 10 000 logements? On n'a pas les moyens de faire 10 000 logements parce que les études techniques qui sont faites sur le premier choix de l'espace où doivent être construits, n'est-ce pas, les 10 000 logements sociaux, c'est-à-dire que cette étude-là ne correspond pas à l'étude, n'est-ce pas, du sol qui doit être celui de l'Olembe. Au premier choix, c'est 1 mètre carré, par exemple, de fondation, alors qu'à Olembe, c'est 4 mètres, n'est-ce pas, de fondation. À ce moment-là, il y a un problème. Le deuxième problème, au-delà du montage institutionnel, il y a une question, n'est-ce pas, des financements. Et il y a une question de blocage. Parce que monsieur Ernest Obama, tout à l'heure, a parlé d'Infandina. On peut ajouter beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on se rend compte que lorsque vous avez, pour les logements sociaux, la maïture, vous avez la SIC, le crédit foncier, le ministère des Finances et bien d'autres, c'est autant de goulot d'étranglement, autant de blocages. Ça fait en sorte que, puisque chacun, il y a même encore la caisse autonome d'amortissement qu'il faut ajouter. Lorsque vous avez tout cela, ça fait que chacun dort sur le dossier et ça fait problème. Ok. Est-ce qu'on peut dire, Bernard Djonga, que le limogeage des personnalités qui avaient jusque-là la responsabilité de gérer la SIC et le crédit foncier du Cameroun, que leur limogeage a quelque chose à voir avec ce fameux projet de construction de 10 000 logements? Non, absolument pas. Il y a une image qui m'a semblé être saisissante après la nomination. Cette image a été rapportée dans le quotidien officiel. Un jour Cameroun Tribune. Un jour après la nomination, je vois une photo dans Cameroun Tribune qui nous montre les jeunes nommés dans les chantiers. Un jour après. Et le titre, c'est « On vient de les nommer, les voilà déjà dans le chantier ». Ouais, cette approche théâtrale de cette problématique du logement social, c'est là se trouve l'origine du problème. Parce que j'adhère entièrement à l'analyse de M. Obama. C'est-à-dire, la politique du logement social au Cameroun, c'est un échec. Parce qu'on ne pense pas véritablement pour ceux qui ont effectivement besoin de ces logements sociaux. C'est-à-dire, on pense pour un principe qui, dans la réalité, est un principe qui doit être partagé par des couches qui sont supérieures à ceux qui devraient bénéficier des logements sociaux. Je crois pour ma part qu'on devrait redescendre sur terre, inventer une approche qui puisse nous permettre de toucher effectivement dans le contexte qui est le nôtre. C'est bon, comme disait M. Obama, bon, je veux bien qu'un secrétaire général soit dans un cancique. Ça veut dire que dans notre environnement, il a encore sa place dans le cancique. Je ne veux pas l'en exclure, non. Mais il faudrait qu'on trouve une approche, une solution
une réponse à ce problème de logements sociaux pour ceux qui en ont effectivement besoin. Parce que quand vous allez à la briqueterie, quand vous allez à rue Manguier, quand vous allez à la carrière, mais quand on parle de logements sociaux, à la limite, c'est des personnes qui sont complètement exclues. Et pourtant, c'est elles, ces personnes-là, qui devraient être les premières personnes concernées par les logements sociaux. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? On les laisse se débrouiller comme... Et voilà qu'avec l'évolution de la ville, on les casse à gauche et à droite. On trouve les gens qui circulent avec le matelas, les planches dans la ville. Pour la simple raison qu'on n'a pas pensé une politique qui puisse permettre de résoudre effectivement le problème de cette couche qui est nécessiteuse de ce qu'on pourrait appeler logements sociaux. Au Cameroun, aujourd'hui, par logements sociaux, j'entends logement des privilégiés. Saint-Éloi, on a eu une longue traversée du désert durant ces 20 dernières années, période au cours de laquelle il n'y a pratiquement pas eu d'investissement nouveau dans ce secteur. Est-ce que plutôt que de relancer Kahankara comme on essaye de le faire, il ne fallait pas s'arrêter pour, comme le suggère Bernard Njonga, repenser le système? Je crois qu'il faut forcément... Repenser le système, mettre l'État dans la posture de régulateur, par exemple. Je crois qu'il faut tout repenser. Quand vous regardez les acteurs d'aménagement de territoire au niveau national, vous vous rendez compte que la SIC qui construit les logements relève du ministère du Développement urbain. Le crédit foncier qui finance le logement relève du ministère des Finances. La direction d'aménagement du territoire est implantée au ministère de l'économie, dépend de l'administration territoriale. La Maéture qui a en charge l'aménagement du terrain relève du ministère du Développement urbain. Vous voyez donc que l'éparpillement de ces acteurs, différents acteurs, et la communauté urbaine elle-même qui est devenue un acteur dans la politique d'aménagement du territoire relève du MINAT. Je crois qu'il faut donc repenser. C'est pour ça que j'avais été associé à une réflexion à l'époque où, quand il était question de créer des postes de vice-premier ministre, j'avais pensé que le vice-premier ministre devrait être chargé de l'aménagement du territoire, de l'habitat. Vous voyez un peu. Et ainsi, on pourrait donc penser une politique bien centralisée. Bien centralisée. Regardez bien quand on crée ces structures. À l'époque où on crée ces structures, ces structures, le crédit foncier, la SIC et la Maéture, pour qu'elles fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que la Maéture aménage, la SIC construit, le crédit foncier finance. Aujourd'hui, le crédit foncier est devenu promoteur immobilier au même titre que la SIC. Ils ont leur mot à dire sur le sujet. Nous sommes allés à la rencontre de Théophile Yimgem Moyo et de Jules Dumanguebou. Le premier est urbaniste, j'y arrive, de renommée. Et le deuxième est coordonnateur du réseau national des habitants du Cameroun. Et c'est la réaction croisée de cette semaine. Le fait d'avoir limogé, comme vous dites, certains dirigeants en charge de ce secteur peut provoquer un électrochoc dans l'opinion publique. Mais je pense qu'il faut en toute chose garder mesure. C'est vrai qu'on peut attribuer une part de responsabilité du déficit à l'incapacité même des responsables de certaines structures à pouvoir impulser des programmes qui correspondent aux demandes exprimées par les citoyens, mais pour le contexte du Cameroun, le changement de directeurs généraux, ça ne va pas résoudre le problème. On dit que le problème est mal posé, soit par des personnes qui étaient en charge d'indiquer aux plus hautes autorités quel était le vrai problème, soit parce qu'on ne veut pas résoudre ce problème. La crise du logement au Cameroun s'explique par une série de facteurs, parmi lesquels évidemment on pourrait dire la panne du mécanisme actuel de financement du logement social. Mais la SIC existe depuis 50 ans, j'ai fait un petit décompte. À peu près 18 000 logements construits en 60 ans. Ça fait à peu près 250 logements par an. Alors le chef de l'État ne pouvait pas attendre qu'une telle structure puisse construire les 10 000 logements. Il faut avoir le courage, par exemple, de reconnaître que la SIC est endettée, il faut la fermer. Il faut avoir le courage de reconnaître que le crédit foncier, avec ses opérations de construction individualisées, qui ne font
à part les financements des programmes publics ou quelques rares initiatives qu'on a pu voir financer ces dernières années, l'essentiel c'est des crédits à des individus. Lorsqu'on pose ce problème de façon récurrente sans essayer de remettre en question le mode de production qui est à l'origine de ce problème, tout effort, à mon humble avis, sera vain. Tant qu'on ne va pas transformer le crédit foncier en une véritable banque de l'habitat, on pourra changer les directeurs généraux tous les 5 ou tous les 10 ans. On ne construira pas de maison. Tant qu'on ne va pas liquider la SIC et créer dans ce secteur-là un contexte assez favorable pour que des investisseurs s'engagent, que des opérateurs économiques mettent des moyens pour organiser et fournir l'offre de logement dans notre pays, on ne construira pas de logement. Il faut qu'il y ait les états généraux dans ce domaine pour qu'on puisse mettre tous les problèmes posés sur la table et qu'on puisse chercher des solutions. D'autres pays l'ont fait et puis ils ont essayé de remédier au moins partiellement à cette crise de logement. Maintenant, Djonga, il faut des sortes d'états généraux de ce secteur ainsi que le suggère Yimga Mouyo. Vous savez, encore faudrait-il que ces états généraux aboutissent à des conclusions, ou bien à des conclusions qui sont utilisées. Puisque les états généraux, ce n'est pas un mot nouveau ici au Cameroun. On a eu plein de cas de figure où on a fait des états généraux. J'en ai suivi dernièrement, je crois que c'était dans le domaine des sports, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. La pêche aussi. La pêche aussi. Écoutez, ça n'a pas permis de solutionner le problème auquel on voulait apporter des solutions. Bon, peut-être qu'avec l'habitat, ça peut évoluer, je ne sais pas. Ernest Obama, est-ce qu'il faut fermer la SIC, ainsi que semble le suggérer Jules Dumanguebou? Non, je pense qu'il faut... Il parle de dissoudre carrément la SIC, de reformer le crédit foncier du Cameroun. Je pense qu'il faut une réflexion profonde. Je suis contre les états généraux parce que, comme le disait encore M. Djonga, on a eu les états généraux de l'éducation qui n'ont rien donné sur le terrain. Le sport encore récemment, les résultats restent dans les tiroirs. On peut mettre en place un comité ad hoc qui travaille de manière indépendante sans ces fonctionnaires-là qui parfois n'apportent pas des résultats concrets. Un comité ad hoc, on peut même lancer une étude, un appel d'offres international pour qu'on mette en place une équipe qui peut travailler, revoir, repenser le logement social au Cameroun. Parce que, pour répondre à la question que vous avez posée dans le regard croisé, est-ce que le changement de directeur général peut apporter quelque chose? Rien. Puisque, comme le disait encore Soulé, c'est une réponse politique à un problème politique. Il y a un retard dans la livraison des travaux en Banga Bakoko et puis à Olimbe. On coupe la tête du directeur général parce qu'il serait impliqué dans des marchés publics qui auraient été accordés à des tiers avec la complicité de certains responsables à l'agence de régulation des marchés publics. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est qu'il y a eu un échec dans le domaine avec la méthode ancienne qui a été appliquée. Il faut donc repenser en donnant la possibilité aux personnes neutres de voir comment est-ce que le Cameroun peut gérer les logements sociaux dans le pays. Est-ce qu'il faut penser sous l'ONU que les responsables au plus haut niveau de l'État ne voient pas l'affaire de la même façon, qu'ils ne comprennent pas que c'est d'un changement de système qu'il est question? Il faut d'abord placer l'homme au centre de toutes les préoccupations. Est-ce qu'en ce moment précis, les personnes qui nous gouvernent pensent ou alors mettent l'homme au centre de toutes les préoccupations? Parce que lorsqu'on parle de logement social, il s'agit de qui concerné au premier point? C'est l'homme. Et si on place l'homme, il faut qu'on prenne en compte la lecture démographique. Alors, lorsque vous avez les résultats du recensement général des populations qui sont faussés, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a un ensemble d'éléments qui ne sont pas pris en compte, on ne peut pas valablement n'est-ce pas, instruire un système de logement social. Moi, j'ai été en Tunisie, où aujourd'hui, la Tunisie aussi, aujourd'hui, fait partie, n'est-ce pas, des pays qui ont réussi le logement social. En Tunisie, si on parle même de la SIC, par exemple, oui. Un logement fini de la SIC coûte au bas mot 30 millions. Ça veut dire quoi? Entre 20 et 25 J'ai dit entre 25 et 30 millions oui. Minimum, entre 25 et 30 millions. Parce qu'il faut dire que lorsque vous allez dans une quincaillerie et que vous voulez un sac de ciment, le vendeur ne veut pas savoir si c'est pour le logement social ou alors pour un logement de luxe. Il vous vend le sac de ciment au prix normal. Alors, entre 25 et 20 millions. Vous estimez que c'est pour le pauvre? Si on fait la subvention de l'ordre de... On réduit 10 millions. Ça veut dire qu'il faut payer un logement à
15 millions. Qui doit le payer? Première chose. La deuxième chose, nous avons entendu que la personne qui a été nommée en 2005, à savoir Boniface Ngouakou, le directeur général de la SIG, essayait de comprendre qu'il y a eu un problème physique. Monsieur Boniface Ngouakou a des problèmes de santé. Et les problèmes de santé... Non, ce n'est pas pour faire rire quoi que ce soit. Mais je veux dire que... Ce n'est pas quand même l'objet du débat. Non, ce n'est pas l'objet du débat. Oui, mais ça fait dire il que... Il a pas mal à la tête quand même. Non, s'il vous plaît. Mais M. Atemke, je voulais dire quelque chose d'extrêmement important. Très rapidement, c'est le temps nous prend par la gorge. Oui. M. Boniface Ngouakou a pris le logement social qui lui est tombé, n'est-ce pas, entre les mains, et il fallait qu'il se batte malgré ses problèmes de santé pour faire ce qu'il a pu. Et il a fait ce qu'il a pu. Le problème de fond, c'est que, et il faut le dire de façon brutale, c'est qu'il y a trop d'acteurs qui interviennent, n'est-ce pas, et M. Saint-Éloi a dit que vous avez le ministère des Finances, vous avez le ministère, n'est-ce pas, du développement, de l'habitat et de habitat urbain. Vous avez le ministère de telle ou telle chose. Lorsque tous ces ministères sont regroupés et que le dossier doit parcourir... Vous estimez qu'il se marche dessus? Bien sûr, forcément. On vous a compris. Benan Djonga, on sort par vous. Certains pays, sous l'Onogolo cité le cas de la Tunisie, certains pays comme le Mali ont expérimenté les coopératives d'habitat. Oui. C'est une expérience qu'on peut reproduire ici. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut bien reprendre cette expérience. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer les conditions juridiques, un encadrement institutionnel. Il y a un ensemble, c'est-à-dire on ne peut pas réinventer la roue. Essayons de voir comment ça s'est passé, quand vous prenez le cas du Mali par exemple. Essayons de voir comment ils en sont sortis. On peut bien essayer ici pour voir si ça peut donner ou pas. Dans tous les cas de figure, ce n'est pas l'État qui doit construire toutes les maisons. Dans tout à fait. Donc l'État, en temps normal, Saint-Éloi devrait être le régulateur. Normalement, l'État devrait créer les conditions pour que les gens se construisent facilement une maison. Et c'est pour ça que l'État a créé le crédit foncier. Mais vous reconnaîtrez avec moi que l'équipe dirigeante sortante du crédit foncier n'a pas brillé par la distribution des crédits qui pouvaient faciliter l'accès au logement. Parce que, en fait, le logement social, à la fin, il sera construit par les Camerounais eux-mêmes, mais à condition qu'ils soient accompagnés. S'ils sont accompagnés par le crédit foncier, tout Camerounais pourra se construire une maison à 7-6 millions et une maison décente. On prend une courte respiration et on revient avec le deuxième sujet de nos échanges. À tout de suite. On reparle de l'affaire du bébé volé et de ses nouveaux rebondissements. Vanessa Tchatchou a été expulsée de l'hôpital gynéco-obstétrique de Ngousso, ici à Yaoundé. C'est bon ou mauvais pour la suite de l'affaire Ernest Obama? Bon, mauvais, c'est une question assez compliquée. Je pense logiquement que Vanessa Tchatchou, sa résistance en 7 mois a porté des fruits. Parce que pour moi, la première victoire, c'est le limogeage de l'ancien directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Mais là, je suis contre ceux qui estiment qu'on devait laisser Vanessa à l'hôpital. Parce que le fait de rester à l'hôpital ne résout aucun problème. Sa résistance a porté les fruits comme celle de Rosa Parks en 1866. Mais elle a été entendue et sa voix est portée par d'autres personnes maintenant. Elle est devenue une star malgré elle. Elle est devenue un symbole. Ça ne sert à rien de rester à l'hôpital alors que le problème est déjà porté par d'autres personnes. Et au-delà, il me semble d'ailleurs que l'une des raisons qui ont été évoquées par le directeur, le nouveau, c'est que quand il y a un sinistre, un accident, on ne reste pas là pour que le tort soit réparé. On sait maintenant que Vanessa cherche son enfant, elle ne l'a pas toujours eu, ce n'est pas pour autant qu'elle devrait rester pendant des années à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Sur le Onokiolo, est-ce que l'objectif était d'obtenir le limogeage du directeur de cette institution hospitalière? Est-ce que lorsqu'on a tendance à se satisfaire du limogeage du directeur de cette institution, est-ce que ce n'est pas édulcorer la mission de départ, qui est celle de crier sur tous les toits pour avoir le bébé? Et la mission de départ, comme vous le dites, c'est donner à Vanessa son bébé. J'ai toujours crié, n'est-ce pas, dans vos antennes que l'objectif de Vanessa, c'était de retrouver son bébé. Vanessa est cette jeune fille qui est entrée à l'hôpital gynéco-obstétrique, étant enceinte, en pleine phase de travail, et qui devait donner naissance à un bébé. Qui a donné naissance à un bébé, fut-il prématuré, mais qui ne l'a jamais plus vu. 7 mois après, elle n'a pas son bébé. Alors, moi, je pense que
il s'agit aujourd'hui le président de la République a donné une réponse politique à une question essentiellement sociale. C'est là où tous les problèmes se posent. Est-ce que le limogeage, c'est là où je ne suis pas d'accord avec Ernest Obama, qui pense que Vanessa devait quitter l'hôpital parce qu'après le sinistre, mais il y a un problème de fond. C'est qu'il s'agit d'une jeune fille qui est tombée enceinte, qui a supporté les railleries, qui a surmonté et qui a donné naissance à un enfant. Alors, moi je pense que la sortie de la crise... Est-ce que le fait qu'elle reste à l'hôpital résout un problème? S'il vous plaît, la sortie de la crise était simple. Si moi j'avais été un des conseillers du couple présidentiel, le 8 mars, la première dame serait descendue. La première dame qui est une femme merveilleuse, généreuse. Et je voudrais quand même, c'est l'une des rares fois que je félicite quelqu'un. La première dame est une femme de cœur. Elle a le cœur gros comme ça. Elle aurait pu, si elle avait été bien conseillée, elle aurait pu descendre le 8 mars à l'hôpital Génico, chercher à rencontrer Vanessa pour la réconforter. Et la réconforter. Elle ne l'a pas fait. L'autre chose qu'elle devait faire, après le limogeage, parce qu'après le limogeage du staff administratif, n'est-ce pas, de l'hôpital Génico, Vanessa a dû comprendre que le président de la République avait pris à cœur son problème. Parce que, M. Atemten, comprenez-le une fois pour tous, et je voudrais inviter les téléspectateurs de Canal à le comprendre. C'est que dès qu'on a limogé, Vanessa avait déjà le cœur doux. Ce qui aurait pu faire rebondir, n'est-ce pas, l'estime du couple présidentiel, c'est que Vanessa, qui a supporté pendant 6 mois, 7, de dormir toutes les intempéries et tout, elle, c'était déjà un esprit. La présidente, madame la présidente, ça c'est ce que je vais dire en dernier lieu, aurait pu inviter Vanessa au palais présidentiel et lui dire, ma fille, parce que Vanessa peut avoir l'âge de Junior ou de Brenda, ma fille, ce qui t'est arrivé, moi en tant que mère, femme, n'est-ce pas, qui a porté des bébés dans mon ventre, c'est intolérable. J'ai compris, maintenant ma fille va attendre, on va régler le problème. Je vous assure, c'était la seule façon de mettre Vanessa Tchatchou en confiance. Et je suis sûr que si on avait agi comme ça, Vanessa serait rentrée tranquille, sachant que la première dame a compris son problème. On vous a compris. Malheureusement, on vous a compris. Le premier, le DG, qui vient pour régler... Moi, j'ai écouté une grande émission, n'est-ce pas, tous à l'antenne mardi dernier, dans les antennes de Canal 2, où ce problème, on a vu la mère de Vanessa pleurer à chaudes larmes de savoir que même le ministre de la Santé n'a jamais pris à bras le corps. On vous a compris. C'est pour dire que, monsieur Atem, que je chute par là, pour dire que si la première dame, et c'était le seul moyen de régler le problème, vous l'avez déjà dit sous le Onkyolo. Vanessa au palais de dire, ma fille, on vous a compris. Benandjonga, comment est-ce que vous interprétez le limogeage du professeur Do Anderson? Est-ce que ça signifie qu'il est complice dans cette affaire ou bien qu'il subit les dégâts collatéraux? À la limite, son limogeage ne m'intéresse pas. Moi, ce qui me scandalise dans cette histoire, c'est que 7 mois après, on soit incapable de dire si le bébé de cette jeune dame est mort ou pas. Mais c'est trop gros. Je ne sais pas si vous réalisez, 7 mois après qu'on soit incapable de le dire. Vanessa pense que son bébé vit. Qu'elle soit... Et qu'elle se trouve entre les mains d'une magistrate. Vous imaginez ça? C'est quand même très gros. Et puis, comme disait Soulé, bon, il y a l'UNICEF qui est là. Qu'a dit l'UNICEF? Quelle autre autorité a pu lever le petit doigt par rapport à cette situation? Mais je pense que c'est ça qui a concouru aussi à donner la force à cette jeune dame pour qu'elle puisse revendiquer de manière perpétuelle son enfant. Et moi, j'insiste là-dessus, je suis scandalisé par le fait que ici, chez nous, au pays, qu'on soit incapable face à une situation comme celle-là. Ailleurs, il y a pire que ça et c'est des choses qu'on dénoue. En moins d'une semaine, on a dénoué. Mais ici, 7 mois, ça m'interroge. Est-ce qu'après le professeur Do Anderson, est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres types de sanctions, Saint-Éloi Bidon? Je crois que la sanction est arrivée tardivement. Le professeur Do Anderson n'est pas à son premier forfait. Vous vous souvenez des affaires Et ça, c'est une autre affaire. Non, c'est pour vous dire que pour le récompenser,
on l'a effectivement nommé, après ce forfait, directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique. Moi, je suis un peu trop gêné par la prise de position gouvernementale et judiciaire. Notamment celle de Madame la ministre des Affaires sociales. Et celle du ministre des Affaires sociales, celle du ministre Chiroma, celle de l'attitude de Madame Bakambok et du procureur. C'est très, très gênant. C'est très gênant. Et avoir Njomo Pokam, nous attendons les résultats des enquêtes des vingtaines de Bakassi. Nous attendons les résultats des enfants de 9 Bipan. Voilà une autre affaire qu'on nous jette dans les bras. Et je crois que vraiment avec les langues d'un Camerounais, je voulais dire au ministre de la Communication, M. Chiroma, quand il veut justifier un certain nombre de choses, qu'il trouve des arguments qui permettent d'apaiser ne serait-ce que les élans de ceux des Camerounais qui sont préoccupés par cette affaire. Le bébé Ernest Obama reste introuvable selon la version officielle. Vanessa Tchatchou ne veut pas lâcher prise. L'affaire s'enlise au moins. Non, l'affaire ne va pas s'enliser parce qu'aujourd'hui, comme je le disais encore, peut-être qu'il a été mal compris par Soulé, Vanessa a été pratiquement le symbole de toutes ces femmes qui perdent de manière impuissante leur bébé dans les hôpitaux, dans notre pays, dans les centres hospitaliers dans notre pays. Je vous dirais par exemple qu'en ce moment, on a un autre cas, l'enquête est en train d'être bouclée, sera publiée demain dans le journal L'Anecdote, d'une autre femme qui a perdu son bébé en 2007 à l'hôpital à Douala. L'enfant a été retrouvé il y a 3 ou 4 mois. La famille qui a, comme on dit, adopté l'enfant est prête à remettre l'enfant, mais la famille du bébé estime que l'enfant a vécu dans des conditions modeste et qu'il faut qu'on recrée les mêmes conditions à l'enfant en construisant une maison et la meubler pour que l'enfant qu'il n'y ait pas un déphasage entre là où il a grandi et là où il se retrouve. C'est une grosse affaire qu'on essaie de camoufler au ministère des Affaires sociales et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Mme Bakambok n'a pas été présente à d'une émission de RFI, je crois que c'était jeudi. Aujourd'hui, l'affaire Vanessa Tchatchou, je pense que le chef de l'État d'ailleurs réagit très tard et tout laisse croire qu'il n'était pas au courant parce qu'il a fallu qu'il parte en Europe, qu'il se rende compte qu'il y a une grosse affaire d'un bébé qui a disparu au Cameroun. Et qu'il y a des manifestations devant son hôtel. Moi, je ne comprends pas comment le chef de l'État peut être à moins de 10 km de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé. Qu'est-ce que ça coûte de se rendre à l'hôpital gynéco voir une fille qui est souffrante? On parle d'un cas social. Il y a une dame qui est chargée des affaires sociales au Cameroun. Mais qu'est-ce que Mme Bakambok fait? Pourquoi elle ne reçoit même pas Vanessa pour essayer de la, je ne sais pas, de lui apporter un soutien quelque chose qui soit même moral? On a l'impression que les problèmes sociaux, et ça, je rejoins pour une fois Soulé, qu'on a l'impression qu'au Cameroun, l'homme n'est pas au centre des préoccupations. Parce que si l'homme était au centre des préoccupations, on n'accepterait pas qu'on nous communique les tests ADN sans dire où se trouve le laboratoire, sans dire qui est le médecin qui a fait les tests en question, mais qu'on lui dise de manière dans un communiqué officiel que le procureur général du tribunal de grande instance de Fundi a publié les tests ADN et que le bébé de la magistrate n'est pas le bébé de Vanessa. Le bébé de la magistrate vit, Vanessa, tu laisses croire que c'est l'enfant de Vanessa, qu'on fasse des tests ADN avec un laboratoire qu'on connaît et que le docteur en question soit là quand on les publie. Il faut faire quoi pour en sortir, Bernard Djonga? Il faut faire quoi pour régler à tout jamais cette affaire de Vanessa Tchatchou? Mais il faut rétablir la vérité. C'est-à-dire, il y a 2 étapes. Il faut sortir l'opinion de l'incertitude, de la patience qu'on vit à l'heure actuelle. Des suspicions, ça. Il faut sortir de cette situation. Il faut trouver une méthode qui puisse permettre à tout le monde d'accepter la vérité qui sera dite. Ça, c'est le premier pas. Et maintenant, pour la petite Vanessa, mais il faudrait quand même, je crois, pour tout ce qu'elle a enduré, pour tout ce qu'elle a vécu, et pour beaucoup d'autres femmes, je pense qu'il faudrait quand même prendre un certain nombre de mesures, non seulement pour éviter que ce genre de situation ne puisse plus advenir, mais aussi quand même pour que cette dame puisse, je ne sais pas comment ça doit se faire, mais pour que cette dame puisse sentir qu'elle n'a pas souffert pour rien. Certains suggèrent que la magistrate soit punie sous le Onukulo. La question, ce n'est pas la punition de la magistrate. La question, c'est, n'est-ce pas, d'identifier la vérité dans cette histoire. La vérité. Maintenant, quelle est la vérité? Il peut même arriver, par voie de conséquence, que l'enfant, n'est-ce pas, de la magistrate n'est pas celui de Vanessa. Mais le problème de fond, c'est que, comme je disais d'abord, on a apporté une réponse politique à une question purement sociale. 2, on a laissé pourrir la situation. 3, on a voulu montrer aux yeux du monde ce qui n'était pas la vérité de l'affaire Vanessa Tchatchou. L'affaire de Vanessa Tchatchou est simple. Un 20 août, ou alors un jour plus tôt, une fille de 16-17 ans est entrée dans un hôpital de référence. Elle était enceinte
Et jusqu'à ce jour, elle n'est jamais sortie avec son bébé. Où est passé son bébé? On ne lui a jamais dit ce qu'il est devenu. Et puis, on vous a dit... Et puis, lorsque le procureur de la République vous transmet les résultats un jour à 24 heures de la célébration du 8 mars, est-ce qu'il est du devoir du procureur de la République, n'est-ce pas, de publier ce genre de résultats? Non. Le juge d'instruction aurait pu être, n'est-ce pas, l'acteur majeur dans l'histoire. Ce n'est pas le procureur de la République. Et lorsqu'il le publie, il n'y a pas de référence faite au laboratoire où il y a telle chose. Monsieur, je suis généralement outré, fâché et très très énervé de savoir que on peut encore, n'est-ce pas, bafouer l'éthique, la morale et même la bienséance dans un pays gouverné comme le nôtre où on arrive à détourner les bébés dans les couverts. Moi, j'ai vu, monsieur Atemkin, dans votre émission, dans votre chaîne, la mère de Vanessa Tchatchou pleurer, dire un certain nombre de choses, et je me suis dit, mais tiens, où est-ce que va le Cameroun? Le Cameroun est devenu quoi? Il appartient aujourd'hui au couple présidentiel, principalement au président de la République. Pourquoi faut-il que dans d'autres pays, lorsque, n'est-ce pas, Jonathan n'est pas revenu de l'école, que les hélicoptères et même 100 000 gendarmes soient là en train de fouiller, et que chez nous, comme disait Oles Obama, à moins de 5 km du palais présidentiel, un enfant est volé et qu'on ne puisse pas voir le président de la République descendre dans cet hôpital pour dire, pour savoir, pour s'imprégner de la situation. On considère que c'est une proposition que vous faites. Non, je suis militant pour cette histoire de Vanessa Tchatchou. On tourne la page de ce sujet et on revient avec le dernier sujet. À tout de suite. C'est quoi cette histoire? Peut-être de l'affaire du scandale des tracteurs abandonnés du côté de Ebolova. Bernard Djonga, vous étiez à une cérémonie mardi dernier, une cérémonie au cours de laquelle 111 tracteurs ont été officiellement remis au ministère en charge de l'agriculture et du développement rural. C'est quoi la symbolique de cette cérémonie? Bon, la symbolique est celle que vous décrivez, celle qu'on a vue. Ce que j'ai remarqué, puisque j'étais là, j'ai remarqué que les tracteurs sont sortis des herbes. J'ai aussi remarqué que l'usine des tracteurs qui, par le passé, est pilotée, je crois encore, par le ministère de l'économie et du plan, cette usine est en train de passer entre les mains, tout au moins, déjà les 111 tracteurs ont été passés aux mains du ministère de l'Agriculture. Ça, j'étais témoin de cette scène. C'est ce qui s'est passé dernièrement à Ebolova. Ça signifie que sur l'ensemble des tracteurs, on se souviendra que c'est vous qui aviez posé le problème pour la première fois, sur l'ensemble des tracteurs qu'on avait identifiés à l'époque comme abandonnés, il n'y a que 111 qui fonctionnent. C'est ça le problème. Depuis le début, c'est-à-dire quand nous sommes sortis par rapport à ces tracteurs abandonnés dans les herbes, j'étais là aussi, nous avons compté les tracteurs montés, les tracteurs qui étaient déjà ouverts, les comptés ouverts, il y avait 750 tracteurs. Peu après, le ministère est descendu sur le terrain, on nous a déclaré qu'il y avait 600 tracteurs. Ça, c'est le ministre du Plan. Après, le ministre du Plan, le ministre de l'Agriculture, lui-même, il est descendu sur le terrain. On a déclaré qu'il y avait 300 tracteurs en état de fonctionnement sur le site. Et voilà qu'aujourd'hui, j'étais encore là, on parle de 111 tracteurs. Au moins, pour cette fois-ci... Les autres tracteurs sont passés où? Ah oui, c'est pas moi que vous devez poser la question. Disons que c'est pas moi que vous devez poser la question. Disons simplement que oui. Effectivement, cette fois-ci, j'ai vu les 111 tracteurs, mais les autres tracteurs sont là en état, en pièces détachées, ou bien telle pièce manque ici, telle pièce manque là. Mais à la date d'aujourd'hui, tout au moins à la date d'avant-hier, lors de cette cérémonie, il y avait 111 tracteurs qu'on pouvait effectivement céder aux opérateurs économiques. Alors, dans les maisons et dans les quartiers, on dit what next? La suite, c'est quoi? Ah non. Les tracteurs seront dispatchés, seront distribués aux paysans? Si oui, avec quels critères? Non, disons que ce que le ministre nous a dit, et une fois, il a encore répété lors de cette cérémonie, les tracteurs seront en priorité, tout au moins pour le stade actuel, envoyés dans les écoles de formation, dans les écoles d'expérimentation telles que le cinéma, envoyés dans les projets pilotes tels que le projet Païdja auprès du ministère de l'Agriculture, envoyés au niveau de la Soda Coton, parce que la Soda Coton accompagne un certain nombre de groupements. C'est ce que nous avons appris jusqu'à l'heure actuelle. Et on nous disait aussi que les conditions pour que les tracteurs puissent remettre aux individus ne sont pas encore entièrement déterminées. C'est le temps de la mécanisation, comme semble l'indiquer le ministre Nganou Djoumessi, Saint-Éloi, Bidou. C'est le début du temps de la mécanisation de l'agriculture au Cameroun. Je voudrais bien que ce soit la réalité. Parce que, vous savez,
il a fallu qu'on dénonce les tracteurs qui pourrissaient dans la brousse à Ebolova pour que tout le monde retrouve tout un intérêt particulier à accorder à ces tracteurs. Aujourd'hui, 3 ministres se sont rendus sur le site et on a fait un peu de propreté. Je voudrais vraiment que ce soit la réalité. Mais je voudrais dire qu'il faudrait que les uns et les autres comprennent que ce pays a été bâti avec l'argent du cacao. Les universités ont été construites avec l'argent du cacao et du café. Donc, quand on nous apporte des tracteurs, je dis, c'est bien, mais qu'on n'oublie pas que toutes les sociétés qui étaient liées à l'agriculture dans ce pays ont mis la clé sous le paillasson. Le FONADER, le Crédit Agricole, le Sodencam, l'OCB, la Sodemblé, la SCTC. La liste est longue. La Midevive. Toute la liste est vraiment longue. Oui. Et que le moment est venu, puisque le président de la République a invité les Camerounais à jeter leur dévolu dans l'agriculture. Vraiment, que les responsables politiques et administratifs accompagnent cette initiative du président à la juste valeur. Ernest Obama? Non, je pense qu'il y a une politisation qui est faite autour de ces tracteurs. On semble oublier que l'État camerounais a dépensé plus de 18 milliards, je parle sous le contrôle de M. Djonga, pour les avoir, et que l'ACDIC voulait simplement 15 milliards pour lancer l'agriculture camerounaise à travers ses partenaires, c'est le collectif, et que cela n'a pas été fait. Et puis je suis un peu étonné qu'on parle de l'usine de montage et qu'on monte 111 tracteurs au même moment à Ebolova, alors que ces tracteurs iront à Ngaoundéré, à Maroua, à Moura. Comment fera l'agriculteur de Moura pour faire partie un tracteur qui est monté à Ebolova pour le ramener à Moura? Je pense que le tracteur sera la première source de son approvisionnement parce qu'il faudra louer une voiture jusqu'à Yaoundé, payer dans le truc. Est-ce que l'agriculteur en question, celui de Moura, a été préparé à l'utilisation d'un tracteur? Je ne sais pas si on s'est posé toutes ces questions. J'ai l'impression que là encore, on fait face à un problème de politique générale. Est-ce qu'on a d'abord pensé, avant d'implémenter l'achat des tracteurs, le montage des tracteurs, il y a trop de problèmes autour. Je reviens un peu au problème que posait M. Ndjonga en début d'émission, la météo. Mais c'est quand même grave qu'on dise qu'au Cameroun, sur 58 stations météo, il n'y a que 3 qui sont fonctionnelles. Mais de quelle agriculture parle-t-on? Si l'agriculteur ne sait pas à quel moment il peut avoir la pluie, à quel moment il peut s'aimer, comment l'agriculteur va travailler s'il n'a pas de semences? Là encore, on tombe toujours dans le même problème de procédure parce qu'il y a pratiquement 3 à 4 ministères qui sont impliqués dans ce qu'on pourrait appeler la révolution agricole. Je vais chuter. Et je pense que moi, logiquement, je suis contre ce qu'on appelle l'équilibre régional. Si on parle d'une révolution agricole au Cameroun, il faut que le Premier ministre soit un ingénieur agronome qui peut implémenter, parce qu'il y a au moins 4 ou 5 ministères qui sont liés à l'agriculture au Cameroun. Et je me souviens encore de la chanson de Cyril Efara qui disait la météo m'a eu. Et elle avait annoncé la pluie et puis juste pour rire. Et c'est vrai, la météo m'a eu. Pour rire, mais un rire grave, mais scandaleux et peut-être même désolant de savoir que on a choisi un endroit où il ne fallait pas. Mais là encore, il y a une réponse politique à un besoin, n'est-ce pas, de production agricole. Fallait-il, n'est-ce pas, installer la production, alors la construction, la fabrication des tracteurs à Ebolova? Maintenant, Djonga dans les coulisses nous dira, n'est-ce pas, si c'était nécessaire ou pas. Mais il y a une question de fond. On ne peut pas parler de distribution aujourd'hui des tracteurs sans définir une réelle politique agricole. Est-ce qu'à ce jour, on a une véritable politique agricole? J'aime bien la bonne volonté de Simi Meunier qui parle des finances, n'est-ce pas, pour le Minader, qui trouve quand même, n'est-ce pas, un tonneau de Danaïde, qui trouve un panier à crabe, qui trouve quand même, n'est-ce pas, des choses qui n'ont pas été bien irriguées, bien construites. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas, même si je suis solidaire, n'est-ce pas, des questions de transport, des questions de carburant et de tout cela. Mais aujourd'hui, comment va-t-on affecter les tracteurs à X ou Y? Est-ce que dans les maisons, dans les centres de formation, tout est mis en œuvre pour qu'en accueillant le tracteur qui puisse être, n'est-ce pas, un instrument expérimental pour faire telle ou telle chose? C'est bien de m'avoir compris, mais je voudrais dire que la politique
n'est-ce pas, de la construction des tracteurs ou alors de l'implémentation des tracteurs dans le domaine agricole camerounais connaît un certain nombre de défaillances. Et il faut les régler avant d'arriver à la distribution des tracteurs. Si ce n'est pas réglé, c'est tout simplement des artifices qu'on va continuer à faire, à tourner autour, n'est-ce pas, de l'arbre. On sort de ce sujet avec vous, Bernard Djonga. Quels sont les autres leviers sur lesquels le Cameroun devrait appuyer pour voir un véritable décollage de son agriculture? Alors déjà, permettez-moi de dire, puisque j'étais à Ebolova... Au-delà de cette affaire de tracteur qui, pour certains, est une affaire de riches. Avec les tracteurs qu'on a vus à Ebolova, j'étais là, comme je vous l'ai dit, j'ai entendu beaucoup de gens dire que oui, c'était beau. Le ministre lui-même qui a dit que voilà, les tracteurs, c'est la mécanisation qui commence, la révolution agricole qui commence. Je suis désolé, ce que j'ai fait à Ebolova, c'est triste. Ce n'est pas avec ça, là je parle en tant que technicien, ce n'est pas avec ça qu'on peut avoir la révolution agricole au Cameroun. Ce n'est pas avec ça. Déjà, j'ai bien voulu corriger, et je l'ai fait à Ebolova. Quand on dit qu'un tracteur est beau, le tracteur n'est beau que dans le champ, et quand il est en train de labourer. Quand il est sale. Quand il est pas sale. Non, mais faites attention. Quand vous voyez le tracteur avec la terre, c'est vraiment beau. C'est à ce moment-là qu'on peut apprécier un tracteur. Mais à Ebolova, de ce que j'ai vu à Ebolova, jusqu'à ces tracteurs dans le champ, il y a encore beaucoup de chemin. Pour répondre à votre question, bon, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, nous avons parlé de manque de semences. Bon, imaginez-vous que vous prenez un tracteur, au lieu de faire 2 hectares, vous en faites 50. Vous n'aurez pas de semences. Ça, c'est un problème. Mais imaginez un instant que vous avez un capital. Vous voulez vous lancer dans une grande exploitation. Vous avez besoin de techniciens pour accompagner votre exploitation. Vous n'en trouverez pas qui soient formés pour gérer votre exploitation. On a parlé de banque agricole. Imaginons que cette banque ait été créée. Vous prenez un crédit, il va falloir que vous produisez pour pouvoir rembourser les tranches de ce crédit. Mais dans le contexte actuel, vous allez trouver le tracteur qui est là, mais il vous manquera de semences, ainsi de suite. Vous avez fait allusion à la météo. Or, si vous permettez, soyons très lucides. À l'heure actuelle, au Cameroun, nous comptons environ 5 300 000 actifs agricoles. De ces 5 300 000 actifs agricoles, nous avons 5 200 000 qui sont des petits producteurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont absolument, mais alors absolument rien à voir avec le tracteur. Ils sont à la DABA. C'est regrettable, mais ils sont à la DABA. Or, c'est ces 5 200 000 qui fournissent 95% de ce que nous consommons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si effectivement on veut parler de la révolution agricole, tenez-vous bien, il faut penser comment on va révolutionner la production de ces 5 200 000. C'était notre débat. Revenons sur les tracteurs d'Ebolova. On nous a appris qu'il y a voilà, 111 tracteurs. Mais les 111 tracteurs, c'est sur les 100 000 actifs agricoles camerounais qui aujourd'hui peuvent utiliser un tracteur. Avec les 111 tracteurs, ça fait 1 millième de la demande qui est satisfaite. Et cette demande qui est satisfaite à 1 millième, c'est Ebolova. On ne reviendra pas dessus. Nous avons toujours décrié que Ebolova, ce n'était pas un site indiqué pour pouvoir installer une usine de montage de tracteurs. Malheureusement pour nous, l'image que j'ai vue à Ebolova, c'est quoi? C'est qu'on a fait des hangars qui sont bâtis pour faire 10 ans, où on a installé ce que j'ai compté, 100 tracteurs. Le second hangar était là pour prendre 150 tracteurs. Et voilà deux hangars qui naissent et qui font dire que ces 2 usines qui naissent, alors qu'on reprochait déjà une seule usine. Là, on est très mal parti. Je pense que par rapport à ce problème de mécanisation, par rapport à ce problème de révolution agricole, nous, on leur a dit, il faudrait vraiment qu'on se ressaisisse. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, on a beaucoup à faire à du bavardage et on a des gens qui bluffent et on n'avancera pas. Et je crois que les décisions qui sont en train d'être insoufflées petit à petit autour de cette histoire de tracteurs sont des décisions qui ne peuvent pas nous amener à pouvoir espérer voir un accroissement de la production ici chez nous. Et un avenir très proche nous le dira. On le dira toujours. C'est promis, juré, Bernard Djonga, je sens que vous en parlez avec beaucoup de passion. On fera un débat tout à fait. Autour de cette affaire des moyens qu'il faut pour développer l'agriculture au Cameroun. Si on pouvait amener nos ministres à montrer, pas bavarder. Il faut pointer du doigt, c'est-à-dire il faut montrer. À la limite, on parle de l'agriculture, il faut faire goûter. Il ne faut pas toujours faire des discours. Il faut descendre sur le terrain. Non, pas descendre sur le terrain, il faut montrer pour qu'on voit qu'on touche. On parle à présent de tout à fait autre chose. L'Ordre national des médecins du Cameroun n'est pas content de la prolifération des écoles privées de formation des personnels médico-sanitaires. Cet ordre accuse les promoteurs de ces écoles de bricolage et pointe un doigt accusateur sur l'État qui serait laxiste à son avis. Quelles sont ces écoles critiquées? Comment fonctionnent-elles? Ces questions peuvent avoir des esquisses de réponses. Dans cette enquête qu'a menée pour vous Benoît Dubois-Ounana, c'est le reportage de la semaine.
L'affaire fait monter la fièvre depuis quelques jours au Cameroun. Les ordres nationaux des médecins ne sont pas du tout contents de voir les écoles privées de formation des personnels médico-sanitaires prospérer comme des champions en forêt vierge. Chez la plupart, disent les blouses blanches, c'est la formation au rabais et le bricolage au quotidien. Alors, accusés, levez-vous. Vous-même, vous l'aviez constaté quand vous avez fait le tour. Vous avez vu que notre structure est vraiment bien équipée sur le plan des bâtiments. Et si vous avez aussi jeté un coup d'œil dans les salles, vous avez vu que les étudiants sont bien assis. Je sais qu'il y a toujours eu comme un conflit entre médecins et infirmiers. Bon, mais c'est un conflit absurde, puisque nous sommes appelés à travailler ensemble avec eux. Bienvenue à l'école du personnel médico-sanitaire La Rosière à Simbok, dans le 3e arrondissement de Yaoundé. L'école des aides-soignants, techniciens en analyse médicale et infirmiers diplômés d'État. Ce vendredi, c'est journée portes ouvertes dans les salles de classe et au labo. Je suis en train de faire un examen de glycémie et faire l'urée. Je vais aussi faire les transats. Bon, là, j'ai les réactifs. Dans les bureaux, la moutarde monte et monte encore. S'il faut un peu pousser un peu la réflexion un peu plus loin, les promoteurs de certaines de ces institutions privées sont des médecins. Parce que certains ont vu que la profession infirmière est l'une des professions qui est en train de reprendre ses lettres de noblesse. Alors là, ils trouvent qu'ils peuvent se faire vraiment du sous là-bas. Direction Yaoundé 4e. Entre le carrefour d'Ikoron et le carrefour de Chevaux, se dresse l'IPAF, spécialisé en laboratoire d'analyse biomédicale, imagerie et auxiliaire de médecine. Ici, c'est la grande pause de midi dans les salles de classe, mais aussi l'heure des coups de gueule. L'ordre des médecins, en réalité, doit s'occuper de l'ordre des médecins. Il y en a 8. Donc pour nous, nous travaillons dans l'ordre des infirmiers. Moi, je dis il faudrait peut-être que les médecins aillent voir ailleurs. Hein. Ce n'est pas une façon d'être répugnant, mais c'est pour dire qu'ils doivent surtout regarder leur formation. Retour à Yaoundé 3e. Cette fois-ci au cœur du quartier Damas. Là se trouve Saint-Expédie, un véritable no man's land, un désert. Ne vous fiez surtout pas au numéro de téléphone affiché. Votre correspondant vous fera tourner en bourrique. Ça s'appelle garder le secret médical. Alors, ces centres de formation privés, c'est comme, on dirait, un mal nécessaire sous le reculo. Un mal nécessaire, oui, mais qui doit être canalisé. Parce qu'il s'agit là quand même, au regard du reportage de Benoît Dubois, qu'il y a ce qu'on appelle le règne de l'imposture. Et il faut mettre fin à l'imposture. Et par rapport à cela, l'État doit récupérer. Parce que la santé, comme l'éducation et l'habitat que nous avons évoqué tout à l'heure, font partie des missions régaliennes de l'État. Et l'État doit s'en approprier et donner le là et au besoin frapper lorsqu'il faut. Vivement que de l'ordre soit mis dans ce secteur. On prend l'image de la semaine tout de suite. Là voilà, l'image de la semaine. C'est une image empruntée chez nos confrères de la Nouvelle Expression. C'est le coup de crayon de Abou. Le 7 mars dernier, il a pensé aux femmes rurales au moment où leurs sœurs, installées dans les villes et grandes agglomérations, s'agitaient et se trémoussaient avec des pagnes. Alors, à l'image, on a la télé qui annonce un thème assez savant. Autonomiser les femmes rurales pour éradiquer la faim et la pauvreté. C'est le thème de la 2e édition de la Journée internationale de la femme qui se célèbre demain, dit le journaliste à la télé. Et un enfant qui dit à sa maman, suis sa maman, ça vous concerne. Et la mère, un œil désintéressé, de dire, donc le gros français là, c'est pour nous. Point d'interrogation. Ça traduit au moins une chose. Oui. C'est que la Journée internationale de la femme n'intéresse pas toutes les femmes. Non, ça n'intéresse même aucune femme. À la limite, pas les femmes rurales. Pour créer un champ en zone forestière, il faut abattre les arbres. Donc les femmes rurales
on fait toujours appel à quelqu'un de solide pour abattre les arbres et agrandir leurs champs. Parler de l'autonomie pour une femme rurale, je pense que c'est rêver. Et pourquoi elles doivent porter toutes seules cette grande responsabilité? Non, je pense que c'était un thème qui était vraiment ronflant, qui était tout sauf de nature à valoriser la femme rurale. La deuxième chose qu'on peut souligner dans cette caricature de Abou Saint-Éloi, c'est la communication adaptée à la cible. On a comme impression que le thème est un peu trop savant pour la Camerounaise de niveau moyen. Vous savez que le camarade qui a choisi le thème de la fête est un ancien comédien. Il n'est pas surprenant qu'il théâtralise la fête de la femme. Mais je dis que il faut éviter de politiser ce qui n'a pas besoin d'être politisé. La femme, tout le monde s'est attribué le monopole de la défense des intérêts de la femme rurale, alors que personne ne s'en occupe en temps normal. Donc on aurait pu trouver un thème beaucoup plus simple, plus réaliste, qui aurait pu impliquer la femme rurale pour qu'elle se sente concernée. Ok, on sort avec la pensée de la semaine. Celui qui a 100 chameaux peut avoir besoin de celui qui n'a qu'un bourricot. Celui qui a 100 chameaux peut avoir besoin de celui qui n'a qu'un bourricot. C'est un proverbe tunisien. Monsieur Obama, la moralité, c'est qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Oui, mais c'est logique, hein, ça rejoint un peu la dialectique du maître et de l'esclave. Donc, quoi que vous soyez, où que vous soyez, vous aurez toujours besoin de celui qui est plus petit que vous. Et parfois, même c'est le contraire qui s'impose. Vous avez l'impression que celui qui est plus petit que vous est nécessaire, que vous ne pouvez pas faire sans lui. Mais malheureusement, dans notre société, il y a des gens qui instrumentalisent l'argent. Ils pensent que l'argent est le maître du monde et qu'ils peuvent tout avoir sans l'argent. Conséquence, ils passent le temps à chosifier les autres, oubliant que, comme le dit encore ce proverbe tunisien, avoir combien de chameaux déjà? 100 chameaux peut avoir... Celui qui a 100 chameaux peut avoir besoin de celui qui n'a qu'un bourricot. Et je n'ai pas oublié le titre d'un ouvrage qui est au programme en première dans quelques années, on parlait de Soleil Sombra, pour dire que l'histoire est cyclique. Le plus riche n'est jamais riche pour demeurer riche. Je vous remercie tous les quatre d'être venus à ce plateau de débat. Saint-Éloi Bidoun du RDPC, Ernest Obama de Vision 4, sous le Onokiolo du quotidien Le Messager qu'on ne présente plus, et puis Bernard Djonga de l'Ardic. Je voudrais vous remercier pour vous qui avez regardé à la maison. Et dimanche prochain, vous trouverez en mes lieux et place Jean-Jacques Zé, qui sera là avec d'autres invités et avec un plateau relevé pour vous rendre un débat le meilleur sur la place à Yaoundé au Gabon. Au revoir.